Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission sur la brèche. Sur la brèche ce soir, Monsieur Abdul Karim Saïdou, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Thomas Sankara. Bonsoir, Monsieur Saïdou. Bonsoir, Monsieur Drago. Et merci pour votre disponibilité. Monsieur Saïdou, vous venez de passer le grade de maître de conférence agrégé en sciences politiques. Il y a de cela juste un mois. Félicitations. Merci. On va y revenir. Maître assistant en sciences politiques depuis juillet 2019, assistant en 2015. Alors pour commencer, la science politique pour vous, est-ce qu'on peut parler de passion? Est-ce que c'est une vocation ou bien est-ce que c'est un concours de circonstances? Je dirais que ça a toujours été une passion pour moi de m'intéresser à la chose politique. Et c'est quand j'ai commencé justement à étudier la science politique que j'ai peut-être compris d'où venait cet intérêt pour la chose politique. Je dois dire que c'est l'effet d'un processus de socialisation parce que très jeune, j'ai été en fait exposé au journal Jeune Afrique. Voilà, au journal Jeune Afrique, il y avait ce qu'on appelait les dossiers secrets de Jeune Afrique, l'édition dossiers secrets, Sankara le rebelle, Mandela l'indomptable, etc. Donc j'avais tout ça dans la bibliothèque familiale et c'est ainsi que j'ai commencé à lire Jeune Afrique, lire des articles politiques très jeunes à l'école primaire, notamment les ouvrages sur Thomas Sankara. Et c'est probablement cela qui explique l'intérêt que j'ai manifesté pour la chose politique. Et après le bac? Oui, après le bac, j'ai tenté de m'inscrire à l'université de Bamako. Ça n'a pas marché. Il semblerait que cela était dû en partie à la tension diplomatique qu'il y a eu suite à l'assassinat du général Barry au Niger en 1999. Donc ça n'a pas facilité l'inscription des étudiants nigériens parce que j'ai fait le bac au Niger. Après cela, je me suis inscrit en droit, première année de droit à l'université de Niamey. Là également, il y a eu des difficultés, des affrontements entre étudiants et forces de sécurité qui ont malheureusement entraîné la mort d'un gendarme. Donc le campus a été fermé, nous avons été chassés du campus. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé au Nigeria, à l'université Amadou Bello à Zaria. Et étant donné que nous n'avons pas la même famille de droit, parce que là-bas c'est le common law, nous avons plutôt le système français, et donc je me suis inscrit en sciences politiques. Parce que ce que je voulais faire, c'était beaucoup plus du droit public. Mais vous savez que droit public et sciences politiques, ce sont des disciplines très proches. Donc je me suis inscrit en sciences politiques. On peut dire que vous êtes peut-être une matérialisation du panafricanisme. Parce que Nigérien d'origine, vous tentez de vous inscrire à Bamako, finalement au Nigeria, vous vous retrouvez au Burkina. Expliquez-nous un peu tout cela. Donc, disons que c'est un concours de circonstances parce que lorsque j'avais... Bon, par rapport au Nigeria, c'est pas, nous on ne se considère pas comme étranger au Nigeria parce que moi je suis de Maradi. Nous avons la frontière très proche avec le Nigeria. Je suis à Hausa, tout le nord du Nigeria est à Hausaphone. Et donc le paradoxe même, c'est de constater qu'au Nigeria, à l'université de Zaria, ou bien à Kaduna, en tout cas dans le nord du Nigeria, comme à Kano ou Zamfara, c'est beaucoup plus les Nigérians qui viennent par exemple du sud, qui viennent de Lagos ou de Abeokuta, qui se sentaient comme étrangers. Mais nous autres qui venions du Niger, bon, on avait la même culture, la même langue, la même religion. On n'est pas dépaysés. Voilà, on n'est pas dépaysés avec les nordistes. Donc il y a une insertion très facile. Et donc, lorsque je suis rentré du Nigeria avec la maîtrise, j'ai été mis en contact avec le professeur Maman Tijani Alou, qui est professeur de sciences politiques à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et j'ai commencé à travailler comme stagiaire, enquêteur au niveau de l'ASDEL. C'est un laboratoire de recherche en socio-anthropologie, en sciences sociales de façon générale. Et lorsque j'ai voulu faire le troisième cycle, c'est lui qui m'a mis en contact avec le professeur Augustin Loada, qui venait de lancer au Burkina Faso le diplôme d'études approfondies en droit public et sciences politiques. Donc c'est ainsi que je me suis inscrit. Et par la suite, lorsque j'ai terminé mes études, que j'ai soutenu ma mémoire de DEA, je me suis inscrit en thèse sous la direction du professeur Loada. Et entre-temps, j'ai été recruté d'abord à l'Institut pour la gouvernance et le développement, IGD, pour travailler sur un programme régional de formation
des partis politiques qu'on a dénommé École des cadres des partis politiques. Et plus tard, j'ai été recruté également comme chef des opérations du Centre pour la gouvernance démocratique. Le CGD. Le CGD, exactement. En tout cas, le parcours est assez brillant. Aujourd'hui, vous êtes, comme je l'ai dit, maître de conférence agrégé en sciences politiques. Ça fait juste 1 mois. Comment vous le prenez pour vous? Est-ce que c'est une consécration, c'est un aboutissement? Est-ce que c'est un rêve qui se réalise? Ben oui, je pense que c'est un rêve qui se réalise parce que lorsqu'on embrasse la carrière d'enseignant-chercheur de notre milieu, on a effectivement envie de progresser dans la carrière. Et le concours d'agrégation, c'est l'étape la plus difficile pour ceux qui concernent en tout cas notre discipline, la science politique, les sciences économiques, les sciences de gestion, les sciences juridiques, parce qu'il y a d'autres disciplines pour lesquelles il n'y a pas de concours d'agrégation. Le concours d'agrégation, c'est une des voies pour accéder au grade de maître de conférence. Et c'est un concours très, très redoutable. Comme on le voit avec les chiffres, avec les statistiques, c'est très sélectif. Vous êtes en compétition avec d'autres collègues venant d'autres universités que vous ne connaissez pas, avec un jury composé d'enseignants-chercheurs titulaires voilà, de plusieurs pays, français, sénégalais, gabonais, camerounais, etc. Et donc, c'est un grand soulagement lorsqu'on arrive à accéder à ce grade parce que ça donne beaucoup de responsabilités voilà, quant au travail à faire pour faire avancer notre discipline. Alors aujourd'hui, vous êtes enseignant-chercheur, je l'ai dit, à l'université Thomas Sankara. Est-ce que la science politique, c'est une discipline qui passionne les jeunes aujourd'hui? Absolument, c'est une discipline qui passionne les jeunes, même si ce n'est pas toujours pour les bonnes raisons. Alors vous allez tout nous expliquer certainement. Parce que bon, c'est vrai qu'il y en a qui s'intéressent à la science politique, les raisons sont diverses. J'ai eu l'occasion d'être membre du jury de recrutement pour le master recherche en sciences politiques. Et quand on regarde les chiffres, on constate qu'il y a un engouement. Parce que d'année en année, on voit qu'il y a une augmentation, en cas de demande. Parfois, nous avons presque 200 candidatures, 200 jeunes Burkinabés qui veulent faire la science politique. Et j'ai eu l'occasion donc d'être membre du jury. Et avec les entretiens, il y a plusieurs préoccupations. Il y en a qui sont des professionnels qui veulent avoir les savoirs, les compétences de la science politique pour améliorer leurs compétences professionnelles. Il y en a qui veulent faire la politique, ça aussi ça existe. Il y en a qui veulent devenir des analystes politiques parce que beaucoup quand on leur demande pourquoi vous voulez faire la science politique, ils disent qu'ils veulent être comme nous, ou ici par exemple le professeur Loada, qu'ils veulent voilà, venir à la RTB, dans les médias de façon générale pour commenter l'actualité politique, quoi. Donc les raisons sont diverses. Mais quand vous dites que certains veulent faire de la politique, est-ce que faire de la science politique est un atout pour faire de la politique? C'est deux discours différents. Le discours de la science politique, c'est un discours particulier sur la politique, parce que la science politique n'a pas le monopole voilà, de la pensée politique, c'est un discours parmi tant d'autres. Et il y a une différence avec le discours politique, parce que le discours politique, en fait, est basé sur une logique de légitimation de l'action politique. Par contre, le discours du scientifique, le discours du politologue ou du politiste, il est fondé sur l'élucidation des phénomènes. Et le politiste, le chercheur de façon générale, est censé observer ce que Max Weber appelle une neutralité axiologique. Il est censé analyser les faits politiques de façon froide, de façon clinique, sans pour autant exprimer ses sentiments personnels. Et vous comprenez bien que c'est un discours qui est difficilement compatible avec l'action partisane, l'action politique directe. Mais on voit des politistes, des juristes, des économistes, des chercheurs en sciences sociales de façon générale qui s'engagent en politique. Et on l'a vu avec votre mentor, le professeur Loada. Absolument. Est-ce que vous aussi, ça vous taraude l'esprit? Pas pour le moment. Pas pour le moment, parce que je viens de commencer ma carrière universitaire. J'ai été recruté en 2015. Pour l'instant, non. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de pouvoir travailler, apporter ma contribution pour faire avancer notre discipline. Voilà. Ça viendra peut-être avec le temps. C'est en tout cas, depuis 2016, vous l'avez dit, vous êtes membre de l'Assemblée générale du CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, dont vous avez été avant directeur exécutif par intérim, directeur exécutif aujourd'hui aussi de l'Institut général Thiemoko Marc Karango pour la gouvernance et le développement qui fait dans la recherche et la conduite de programmes sur des grandes préoccupations actuelles. Vous êtes aussi coordinateur régional de VDEM, un projet international d'évaluation et d'analyse de la démocratie. Voilà qui nous donne l'occasion d'évoquer aujourd'hui cette question, la démocratie, ne serait-ce que dans la sous-région. Si vous devez en faire une lecture, est-ce qu'aujourd'hui,
vous pensez véritablement qu'on a franchi un cap dans cette marche, dans cette quête de démocratie-là? Bon, je pense que quand on regarde les processus de démocratisation depuis ce qu'on a appelé les transitions des années 1990, que les politistes appellent la troisième vague de démocratisation, il y a un moment où on a observé des processus de consolidation, je dirais, très prononcés dans plusieurs pays. À un moment donné, des pays comme le Sénégal, comme le Bénin, comme le Ghana s'étaient imposés comme des modèles de démocratisation, notamment avec la routinisation de l'alternance démocratique. Parce que beaucoup d'auteurs, tels que l'américain Huntington, considèrent la routinisation de l'alternance comme étant un des indicateurs de la consolidation démocratique. Mais il faut dire que ces dernières années, on a quand même observé un certain recul. Et ce recul, on l'a observé au niveau international. Voilà, les auteurs en sciences politiques parlent d'autocratisation. C'est-à-dire que c'est un processus qui est l'inverse de la démocratisation. Un processus en fait de démantèlement progressif et subtil des acquis démocratiques. Et ce qui caractérise les processus d'autocratisation par rapport aux processus qu'on a observés de par le passé, par exemple dans les années 60 ou les années 70, c'est qu'aujourd'hui, l'autocratisation se fait de façon très subtile. Je peux prendre le cas du Bénin pour illustrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Bénin est considéré au plan international par beaucoup d'instituts qui mesurent la démocratie comme un exemple de régime hybride ou de régime semi-autoritaire. Mais si vous avez remarqué, il n'y a pas eu de coup d'État militaire, il n'y a pas eu une interruption brusque. Patrice Talon est arrivé par les urnes. Voilà, il est arrivé par les urnes. De ne faire qu'un mandat, si je ne m'abuse. Voilà, et surtout, il a engagé une réforme du système partisan, du système électoral. Et à la fin de ce processus, on se rend compte qu'on a deux partis. C'est difficile d'être candidat parce que oui, il faut des conditions, remplir certaines conditions. Voilà, c'est-à-dire que c'est de façon subtile, en révisant, en réformant le cadre juridique régissant les élections, les systèmes de partis, on s'est retrouvé avec un système presque monolithique parce qu'à l'Assemblée nationale du Bénin, vous n'avez que deux partis. Et ces deux partis soutiennent l'action du président Talon. Et donc, c'est ça qui caractérise en fait les processus actuels d'autocratisation. C'est cette forme subtile. Et en même temps, ça explique les difficultés que rencontrent les organisations internationales comme la CEDEAO, qui est accusée aujourd'hui justement d'être désarmée. En fait, d'être un syndicat. Oui, et d'être désarmé face à ces processus d'autocratisation. On a le retour de coups d'État, par exemple. Au-delà du cas Bénin, vous dites que bon, là, ce n'était pas un coup d'État. Mais on a clairement des coups d'État. On pensait que ça relevait d'une époque révolue. On a un peu le Mali, on a bien sûr la Guinée, on a le Tchad un peu avant. Tout cela, quand même, nous semble de grand recul aujourd'hui. Est-ce que ça ne risque pas de faire tache d'huile finalement? Absolument. Je pense qu'il faut percevoir ce retour en force des coups d'État comme peut-être l'expression d'une sorte d'essoufflement de nos systèmes démocratiques. C'est aussi, je dirais, l'effet de ces processus d'autocratisation. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé en Guinée, au Mali, on se rend compte que finalement, les coups d'État constituent une réponse à une crise de gouvernance. Et de ce point de vue, on peut se demander si les coups d'État ne sont pas justement des mécanismes de réforme démocratique. Dans la mesure où, on l'a vu ici avec l'insurrection d'octobre 2014, après les coups d'État, les systèmes de transition qui se mettent en place enclenchent des processus de réforme pour refonder la démocratie de façon générale. Il y a une certaine ambivalence qu'on peut observer de mon point de vue. Autant les coups d'État peuvent être perçus comme l'expression d'une crise de la démocratie, autant dans certains cas on peut percevoir les coups d'État comme des opportunités pour refonder la démocratie. Mais ce qu'on remarque, vous l'avez dit bien sûr, ces crises-là prospèrent sur un terreau de problèmes de gouvernance, parce que ce soit en Guinée avec le procès Alpha Condé, qui contre voilà, toutes les récriminations, voilà, elle est pour un troisième mandat. Bon, c'est vrai qu'au Mali, ce n'est pas le même cas, mais on voit quand même un certain nombre de présidents qui arrivent par des voies démocratiques, mais qui tentent toujours de sauter le verrou, voilà, pour se maintenir au pouvoir. Absolument. Et justement, la CEDEAO et l'Union africaine semblent désarmées face à ce genre de manipulation des règles du jeu politique. C'est vrai qu'au niveau international, il y a des efforts qui sont faits pour prendre en compte cette dimension coup d'État constitutionnel, etc. Mais c'est beaucoup plus subtil. Et donc, le sentiment qu'on a, c'est que on a l'impression que la CEDEAO intervient pour sanctionner, par exemple, les coups d'État, les auteurs de coups d'État. Mais lorsqu'il y a, par exemple, des détournements des deniers publics, même établis par des juridictions officielles dans un pays, il n'y a pas de sanctions.
Quand un président modifie aussi la Constitution pour quand se représenter. Voilà, modifie la Constitution, manipule les règles du jeu, et il n'y a pas de sanction. Alors que ce qu'on considère comme notre Constitution régionale, le protocole de la CEDEAO sur la démocratie, la bonne gouvernance de 2001, quand vous regardez son contenu, ben, il interdit toutes ces manœuvres-là. On parle de corruption, on parle d'implication des jeunes, d'implication des femmes dans la politique. Mais quand on regarde le chapitre sur les sanctions concernent principalement les coups d'État. Mais il n'y a pas de sanctions contre un président, par exemple, qui détourne les données publiques. Il n'y a pas de sanctions également contre un président qui peut être qualifié, je dirais, qui est coupable d'inaction. Parce que c'est ça aussi qu'on observe dans nos pays de plus en plus. C'est-à-dire qu'avant, on avait des présidents forts, à l'image du Blaise Compaoré, qui avaient tendance parfois à manipuler les règles du jeu politique, à instrumentaliser les règles du jeu politique. Mais de plus en plus, lorsqu'on prend le cas du Mali, on a affaire également à des dirigeants dont la principale caractéristique est l'inaction, l'immobilisme. Alors, comment on peut qualifier ça en droit international, dans notre droit régional? C'est-à-dire face à une situation d'insécurité, où il y a des actes de corruption, et puis il y a une inertie, voilà, des autorités. Comment on peut qualifier cela? Et c'est difficile de prendre en compte ce genre d'actes dans notre dispositif juridico-politique au niveau de la CEDEAO. Et c'est ça qui explique, de mon point de vue, les mobilisations qu'on observe ça et là, et qui conduisent finalement... oui, dans le contexte actuel, c'est ça. C'est-à-dire on observe, par rapport à la gestion de la sécurité, dans beaucoup de cas, on observe une sorte d'immobilisme. On n'a pas l'impression qu'on a un pays en guerre, un pays qui se met en mouvement face aux défis sécuritaires. On a l'impression que la gestion de l'insécurité, en fait, est déléguée aux forces de défense et de sécurité, et que ce n'est pas véritablement l'affaire de toutes les composantes de la société. On a cette impression, même au sommet de l'État. Et ça peut faire le lit? Absolument, puisque cela crée des frustrations. C'est ça le lien, en fait, qu'on peut observer entre l'insécurité et la gouvernance politique. L'un des effets de l'insécurité, justement, sur la gouvernance politique, c'est de dégrader, d'éroder la légitimité des gouvernants. Lorsque les dirigeants se retrouvent incapables de gérer efficacement le défi sécuritaire, ça peut éroder leur légitimité. Et cela peut justement conduire à des mobilisations. Et on sait qu'en cas de mobilisation, en cas de crise de légitimité, nous sommes dans un contexte aussi qui est favorable à l'intrusion de l'armée dans le jeu politique. Alors, est-ce que ce n'est pas un problème général? Parce qu'aujourd'hui, on a vu le président Joe Biden qui a convoqué également une grande rencontre sur la démocratie. Mais c'est l'occasion de s'interroger sur même la démocratie américaine, considérée comme un phare. Avec l'attaque du Capitole, on l'a vu, c'est quand même quelque chose. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une remise en cause générale, ou bien un recul général de la démocratie. Oui, absolument. L'Institut Variety of Democracy, avec lequel je collabore, qui est un des instituts les plus connus, en tout cas sur l'évaluation de la démocratie, a abouti à cette analyse dans son rapport 2020. Où il a montré justement un recul de la démocratie, y compris dans des grandes démocraties comme les États-Unis, ou dans des grandes démocraties comme l'Inde, où on a observé un recul de la démocratie. Et donc nous sommes, selon les auteurs, dans la troisième vague d'autocratisation. Il y a eu une première vague, une seconde vague, nous sommes dans la troisième vague d'autocratisation. Donc c'est un phénomène mondial qu'on observe aujourd'hui, un recul de la démocratie tel que le montrent plusieurs études. Monsieur Saïdou, on va évoquer les questions d'actualité. Les premiers points d'actualité, c'est bien sûr la démission du Premier ministre. Il a été mis fin à ses fonctions. D'abord, est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est une des réponses, c'est une solution aux problèmes que nous avons? Cela peut être un début de réponse de mon point de vue. Dans tous les cas, le chef de l'État n'avait pas le choix que de procéder à en tout cas, un changement au niveau du gouvernement. Quand on regarde les pressions qu'on observe ça et là. Donc il n'avait pas le choix. Je pense que c'est un des leviers qu'il avait entre ses mains. Changer le gouvernement, nommer un nouveau Premier ministre, mettre en place un nouveau gouvernement, resserrer comme il l'a dit. Ça peut être un élément qui peut donner un signal en fait, pour calmer les tensions et espérer avoir une nouvelle impulsion au niveau du gouvernement. Donc je pense que le chef de l'État n'avait pas le choix que de répondre favorablement à cette demande qui est formulée aussi bien par des acteurs politiques que par des citoyens ordinaires. Toute la question est de savoir quel type de gouvernement il va mettre en place. Mais que pouvait-on reprocher à ce gouvernement-là? Mais ce qu'on peut reprocher à ce gouvernement, c'est qu'on n'a pas vu de résultats tangibles dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Quand on regarde, quand on prend les indicateurs, le nombre d'attaques, le nombre de victimes, il n'y a pas d'avancée significative. Il n'y a pas d'avancée significative, aussi bien au niveau des efforts déployés ici au niveau domestique qu'au niveau régional. N'oubliez pas qu'il y a la force conjointe du G5 Sahel dont on ne parle plus même, qui est quand même censée être opérationnelle. Vous avez nos partenaires français également qui sont dans la région. Donc quand on regarde de 2016 à aujourd'hui, on ne voit pas véritablement une amélioration significative. Alors que les gens s'attendaient à ce qu'après 2 ans, 3 ans, 4 ans, s'attendaient quand même à un renversement de situation. C'est-à-dire au fur et à mesure que les forces de défense et de sécurité, que les autorités politiques, que l'ensemble des acteurs impliqués dans la riposte face à l'insécurité essaient de s'habituer à ce type de guerre-là, on n'a pas véritablement observé d'amélioration. Et je crois que l'attaque de Dinata a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour vous, quel doit être le profil du prochain gouvernement? À mon avis, quand on écoute les propositions des uns et des autres, et quand on lit la situation, le contexte actuel, c'est un gouvernement de combat. Comme beaucoup de gens le disent, un gouvernement de combat. C'est quoi un gouvernement de combat? C'est un gouvernement qui se met en position de guerre, dans une posture de guerre. Il y a beaucoup d'attentes par rapport à la taille du gouvernement. La taille du gouvernement n'est pas en soi un facteur d'efficacité. Mais le fait de réduire la taille du gouvernement, d'aller vers par exemple un gouvernement de 20, 25 membres, ça peut envoyer un signal sur le plan symbolique. Parce que ça peut signifier justement que les autorités ont pris conscience du fait que dans cette guerre-là, on a besoin des ressources et qu'il faut aller véritablement vers l'efficacité, vers une rationalisation des ressources. Donc, ça peut avoir un effet symbolique. Mais le fait d'avoir un gouvernement de taille réduite n'est pas, comme je l'ai dit, un indicateur en soi, un facteur d'efficacité. Et l'efficacité, elle va se mesurer à travers des indicateurs, à travers les résultats. Et les résultats, quand je parle d'indicateurs, il s'agit du nombre d'attaques et du nombre de victimes. Et également en tout cas de la parcelle du territoire qu'on aura recouvré. Puisque aujourd'hui, nos forces de défense et de sécurité, l'État burkinabé de façon générale, a perdu le monopole de la violence sur certaines parties du territoire. Et donc, la façon dont on va recouvrer l'intégrité territoriale du Burkina Faso, ça également, c'est un indicateur. Donc, ce n'est pas une affaire de taille de gouvernement, de style gouvernemental, ou bien de style vestimentaire des ministres, ou bien d'éloquence. C'est l'efficacité. Et l'efficacité, ce sont des chiffres, ce sont des indicateurs. Mais M. Saïdou, ce que certains ont reproché également au gouvernement sortant, c'est d'avoir été absent à un moment donné. On l'a vu après Inata, avec le blocage du convoi de l'armée française, on avait quand même un gouvernement aphone qui laissait le sentiment que le président était seul dans la tempête. Non, je pense qu'il faut voir également dans cette situation, dans cette attitude de gouvernement, il ne faut pas oublier quand même l'empreinte de Kossiam. Qu'est-ce que j'appelle l'empreinte de Kossiam? C'est en fait l'effet du style de leadership du président Roch Kaboré. Parce que le président Kaboré, comme vous le savez, c'est un homme politique modéré, pondéré, qui a un style de leadership participatif. Voilà, qui ne réagit pas de façon vigoureuse, rapidement. Voilà, par exemple, avant-hier, les gens s'attendaient à ce que, bon, après avoir annoncé la démission du Premier ministre, qu'on annonce en même temps la nomination. Donc ça, c'est ce qu'on a observé en 2015, qui prend tout son temps. Et donc, cela agit également sur la performance du gouvernement. Parce que le gouvernement ne peut pas, sur des questions sensibles qui concernent quand même la défense et la politique étrangère, n'oubliez pas que la défense et la politique étrangère, ce sont des pouvoirs réservés du chef de l'État. Donc, sur une question pareille, c'est le chef de l'État, en fait, qui, je ne dis pas qu'il devait s'exprimer lui-même, mais c'était à lui de prendre la décision, soit demander au ministre des Affaires étrangères, comme il l'a fait, Alpha Bari, de se prononcer, soit au ministre de la Défense. Donc, je pense qu'il ne faut pas occulter l'empreinte de Kossiam. Le style de gouvernance, parce que le gouvernement, certes, il y a un chef de gouvernement, mais le vrai patron, c'est le président Kaboré. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que pour le nouveau gouvernement, le seul indicateur qui vaille pour le juger sera juste la question sécuritaire? Est-ce que, bien sûr,
Non, ce n'est pas le seul indicateur. Parce qu'il y a les questions de développement aussi qui sont là. Absolument. Je pense qu'il y a aussi les questions de développement, les questions de gouvernance, je dirais le nombre de dossiers, le nombre de sanctions prises, parce que le chef de l'État a pris un engagement par rapport à cela. L'opération main propre. Oui, l'opération main propre. Donc un des indicateurs sera également le nombre de personnes sanctionnées parmi les personnes qui ont commis des fautes. Sanctions administratives, le nombre de dossiers transmis en justice, etc. Même si la LC le fait déjà. Mais du côté politique, ce qui relève en fait de la compétence du gouvernement et du chef de l'État. Ça aussi, c'est un indicateur. Il y a aussi un autre indicateur quand on écoute les points de vue des uns et des autres, notamment les perceptions des populations qui ont été recueillies à la suite des sondages ou à la suite de certains forums comme le forum sur la rémunération des travailleurs. C'est aussi la réduction du train de vie de l'État. On a eu par exemple certaines demandes demandant au gouvernement de supprimer certaines institutions à l'utilité sociale, l'utilité sociale douteuse. Ça aussi, c'est un terrain sur lequel le chef de l'État est attendu. Il y a eu donc Inata, vous l'avez dit, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui entraîne bien sûr tous ces problèmes, tous ces réaménagements. Le président a fallu parler de dysfonctionnement. D'abord déjà ce Inata, comment vous avez réagi à cela? Quelle est la lecture que vous en avez eue? Je pense que Inata a été, de mon point de vue, un reflet en fait de l'état de notre gouvernance actuelle. C'est vrai qu'on était conscient du fait qu'il y avait beaucoup d'efforts à faire en matière de gouvernance, y compris dans le secteur de la sécurité, mais on était loin de penser que la situation était dégradée jusqu'à ce point. C'est-à-dire jusqu'aux questions alimentaires, des questions élémentaires. Et donc ça a été, de mon point de vue, un choc quand même pour beaucoup de Burkinabés, de constater que en situation de guerre, dans une situation où le Parlement a même revu à la hausse le budget alloué à la défense, à la sécurité, et qu'on ne soit pas capable de ravitailler les soldats qui sont sur le terrain. Et donc, de mon point de vue, ça a été un choc, et c'est le reflet, en fait, de l'état de dégradation de la gouvernance, de l'incurie qu'on peut observer dans l'administration publique de façon générale, en particulier dans le secteur de la sécurité. Et c'est un mauvais signal. C'est un mauvais signal parce qu'on l'a vu dans plusieurs pays, tels que le Nigeria, tels que le Mali, où l'augmentation du budget des forces armées n'a pas systématiquement entraîné une réduction drastique de l'insécurité, justement à cause du problème de la corruption, des questions de gouvernance. Le président a demandé une enquête. Un premier rapport a été transmis, aussitôt rejeté par le président, qui estime qu'il ne permet pas de situer les responsabilités. Là également, quelle est l'analyse que vous en faites? Le président demande un rapport, il le reçoit, et puis le rapport n'est pas bon. Je pense qu'il y a cette décision consistant à rejeter le rapport jette un discrédit, je dirais, sur la présidente du Faso et sur les forces armées, plus particulièrement l'inspection générale des forces armées. Pourquoi un discrédit sur la présidente du Faso? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de déficit. C'est comme s'il y a un déficit d'autorité. Parce que si des militaires sont capables de remettre au chef de l'État un rapport qui n'est pas bon, il y a quand même un problème, de mon point de vue. Il y a un problème parce que ceux qui ont fait ce mauvais rapport, ça veut dire qu'ils ne craignent pas de sanctions, parce que l'une des conséquences pouvait être de sanctionner. C'est-à-dire qu'il a posé des questions, il n'a pas obtenu de réponses. Donc on veut lui cacher des choses. Et de ce point de vue, cela peut refléter un déficit d'autorité de la part du chef de l'État. De l'autre côté aussi, ça peut jeter un discrédit. Et ça jette même un discrédit, de mon point de vue, sur les forces armées. À un moment où l'armée, justement, a besoin de recouvrer toute sa légitimité, l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Puisque finalement, si on rejette le rapport, cela signifie que les responsabilités n'ont pas été situées. On ne sait pas. Certains ont vu justement peut-être le signe qu'au niveau de la hiérarchie militaire, on veut se couvrir. Une des hypothèses, de mon point de vue, serait que des hauts gradés seraient impliqués, auraient en tout cas joué un rôle, auraient une responsabilité. Et vous savez que dans un contexte pareil, prendre des sanctions contre des hauts gradés peut être risqué. Donc il y a un dilemme. Il y a d'une part une demande de la part des citoyens qu'il y ait la lumière, la transparence sur ce qui s'est passé et que des sanctions soient prises. Et de l'autre, il y a également le besoin pour le chef de l'État de maintenir la cohésion et la stabilité des forces armées. Donc j'avoue que c'est une situation qui est extrêmement difficile à gérer. Parce que, bon, vous savez, on a ce sont des militaires, hein, ce n'est pas des enseignants chercheurs comme nous, ce sont des gens qui détiennent des armes.
Et dans un contexte pareil, certes, les sanctions peuvent envoyer un signal fort au niveau des populations, en tout cas pour indiquer que le chef de l'État a pris la mesure de la situation et que c'est la fin de l'impunité, c'est l'opération main propre, etc. Mais cela peut également conduire, je dirais, à un dysfonctionnement. Donc, je pense que le chef de l'État est dans une situation où, à mon avis, il chercherait le juste milieu. C'est-à-dire, oui, contenter l'opinion publique, mais également ne pas laisser impunis ceux qui auraient été responsables de ce à quoi nous avons assisté à Inata. Parce qu'on l'a vu au Nigeria, le président Buhari, il a réussi. Il a engagé une opération main propre. Plusieurs officiers de l'armée ont été épinglés et sanctionnés. Au Nigeria, la question est de savoir est-ce que nous pouvons le faire aujourd'hui au Burkina Faso. Déjà, il y a eu donc quelques sanctions qui sont tombées, des responsables qui ont été relevés de leurs fonctions. Et déjà, au niveau de la gendarmerie, par exemple, on l'a vu, il y a eu des nominations, des jeunes lieutenants-colonels qui ont été promis à des hautes responsabilités, qui dirigent des régions militaires, des régions de gendarmerie. Aujourd'hui, comment vous avez accueilli toutes ces décisions, ces réaménagements au sein de l'appareil militaire déjà? Oui, je pense que c'est tout à fait normal, puisque quand vous regardez depuis 2014-2015, il y a un processus en fait de renouvellement des élites au sein des forces armées. Qui s'explique en partie par le fait que beaucoup de hauts gradés occupaient des postes importants sous le régime Compaoré et qu'il y a un certain nombre de suspicions vis-à-vis de certains hauts gradés. Donc c'est un processus d'un point de vue qui a été enclenché depuis la transition, un processus de rajeunissement, parce qu'il y a un conflit de génération qu'on peut observer au sein des forces armées, et pas seulement au sein des forces armées, au sein de la société burkinabé de façon générale. Au sein des forces armées, c'est ce que beaucoup avaient entrevu. Vous l'avez dit déjà pendant l'insurrection, mais aussi surtout le coup d'État du général Diendéré. On a vu que ce sont des jeunes officiers qui sont venus des régions, vraiment des jeunes officiers qui se sont retrouvés. Absolument, et ça rappelle justement ce qu'on a, le conflit de génération qu'on avait dans les années, à la fin des années 70, des années 80, avec la génération de Thomas Sankara, de Blaise Compaoré, qui estimait que l'élite militaire, les Lamizana, les 16 héros, cette élite-là était historiquement dépassée. Voilà, ils ont été formés dans des universités, dans des écoles plus prestigieuses, donc il y avait un renouvellement, un rajeunissement au niveau des forces armées. On peut observer la même chose aujourd'hui. Ceux qui sont formés dans d'autres écoles, qui n'ont pas été des dignitaires du régime Compaoré et qui veulent jouer en tout cas un rôle important aujourd'hui. Voilà. Et il y a aussi le fait que le nouveau régime, on le sait, Roch Kaboré avait annoncé qu'il ne nommerait pas de militaires dans son gouvernement. Donc il a une certaine méfiance vis-à-vis des militaires, d'où le fait peut-être qu'il ait jeté son dévolu sur des plus jeunes. Est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment aujourd'hui qu'on a beaucoup plus un problème de stratégie que d'hommes? Je pense qu'on a les deux. Je pense qu'on a les deux. Parce que côté stratégie, il me semble qu'il y a eu un effort qui a été fait depuis 2016 en matière de réforme du secteur de la sécurité. Moi, j'ai été membre du comité d'organisation du Forum national sur la sécurité et je sais qu'en 2017, en tout cas, il y a un processus qui a été enclenché, qui a abouti finalement à l'adoption de la politique de sécurité nationale. Et ça, c'est quelque chose d'historique sur lequel d'ailleurs j'ai fait une publication académique parce qu'on a une approche holistique de la sécurité. En tout cas, sur les papiers, c'est bien ficelé. Et le général Semporé a été le cerveau de ces réformes-là. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui pendant le forum, le ministre de la Défense nationale. Et donc c'est une bonne chose que celui qui a été le cerveau, en tout cas ou l'un des cerveaux de ces réformes-là, soit responsabilisé à ce poste-là. Donc sur les papiers, en termes de politique publique, je pense que nous avons aujourd'hui les outils importants. La question est celle de l'implémentation. Parce que beaucoup de travaux en sciences politiques, notamment en politique publique, montrent justement ce qu'on appelle le déficit d'implémentation. Il ne suffit pas d'avoir une bonne politique sur les papiers pour que l'implémentation soit facile. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Et un des facteurs, justement, c'est la multiplicité des échelons. Quand vous avez un processus de réflexion stratégique au niveau national, au niveau de la hiérarchie de l'armée, qui est conduit, qui est mis en œuvre, la mise en œuvre maintenant au niveau du soldat, au niveau des éléments qui sont sur le terrain, qu'on appelle les street level bureaucrates, c'est-à-dire les acteurs qui sont sur le terrain, ils n'ont pas toujours la même perception.
C'est ce qu'on voit même dans les politiques communautaires. À Abuja, on s'assoit, on décrète libre circulation des biens et des personnes, mais celui qui décide si vous allez passer sans donner 1000 francs ou 2000 francs, c'est le gendarme ou le policier qui est à la frontière. Donc il y a cette multiplicité des échelons qui est un des facteurs explicatifs du déficit d'implémentation. Je pense également qu'il faut du temps pour que la nouvelle politique puisse véritablement être appropriée par l'ensemble des acteurs. Pour l'instant... Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps, c'est ça le problème. Oui, justement, c'est ça la difficulté, parce que généralement, là, les processus de réforme du secteur de la sécurité, c'est dans des processus post-conflit. Après une guerre civile où l'appareil sécuritaire et militaire a été détruit, il y a un processus sous la houlette des Nations Unies ou de l'Union africaine de reconstruction de l'appareil sécuritaire, de réforme du secteur de la sécurité de façon générale. Notre difficulté aujourd'hui, c'est que nous sommes obligés de réformer les politiques publiques en temps de crise. Et donc, nous devons avoir un pied sur le terrain de l'opérationnel, un pied au niveau stratégique. Et c'est ça, je dirais, la complexité de la situation. Aujourd'hui également, en termes de réaction, après Inata, on a vu beaucoup de manifestations. On a vu des manifestations qui se sont soldées par des arrestations non autorisées, en tout cas pour ce qui est de celle du 27 novembre dernier. Certains ont appelé à la démission du président du Faso. Quelle est la lecture que vous en faites? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut? À mon avis, il faut distinguer les motivations des uns et des autres. Ce qu'on a observé, c'est comme en 2014, hein, c'est vraiment un mouvement fourre-tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une unicité d'action. Les objectifs des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Il y a ceux qui espèrent justement la chute du régime pour pouvoir recouvrir, par exemple, leur liberté ou rentrer au pays, ceux qui sont exilés. Et il y a ceux qui sont choqués par Inata, par voilà, le drame qu'on a vécu. Ceux qui voulaient juste exprimer un ras-le-bol. C'est comme pendant l'insurrection. Donc c'est un fourre-tout. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs au Niger également, où vous avez le principal opposant Mamadou qui est en exil et qui ne peut compter que sur un renversement du pouvoir pour entrer. Ou comme en Côte d'Ivoire, tant que Alassane Ouattara est au pouvoir, Guillaume Soro ne peut pas espérer être réintégré dans le jeu politique. Donc il y a des visées également politiques qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a eu des attentats, vous pensez à la récupération? Absolument, et ça, je dirais, c'est sociologiquement normal. Je dis bien sociologiquement normal, je ne dis pas que c'est moralement normal. Maintenant, quant à la question de la démission du chef de l'État, à mon avis, la démission du chef de l'État aujourd'hui serait un facteur d'aggravation de la situation sécuritaire et politique au Burkina Faso. Pourquoi? Parce que si le chef de l'État démissionne, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit assurer l'intérim. Et si on regarde bien la Constitution, il y a des pouvoirs que le président de l'Assemblée nationale ne veut pas exercer, tels que même dissoudre le gouvernement. Donc les mêmes gens qui demandent la démission du président du Faso, si le président du Faso démissionne, ben, le président de l'Assemblée nationale, il a environ 90 jours pour organiser l'élection présidentielle anticipée et il a des pouvoirs limités. Dans un contexte où on a besoin d'avoir un chef de l'État qui a les mains libres, qui a tous les leviers juridiques et politiques pour agir. Et il faut aussi s'attendre à ce que après la chute, enfin, la démission, si le président du Faso démissionne, il faut s'attendre à ce que les mêmes personnes demandent la chute du système de façon générale. Parce que je ne vois pas ceux qui demandent le départ du Roch Kaboré, je ne les vois pas accepter Bala Sakandé comme président de la transition. Et donc, ils vont exiger la mise en place d'un gouvernement de transition. Certains l'ont dit de façon très claire, y compris dans le milieu partisan. Certains l'ont dit, ils veulent une transition. Or, le problème qui se pose, c'est que quand vous mettez en place... en fait, là, on sort de la Constitution, on sort du cadre constitutionnel. Ce n'est pas la même chose que... Oui, on rentre dans un régime d'exception et en ce moment, on va être sous le coup des sanctions internationales. Et on risque d'être dans une situation d'impasse comme celle qu'on observe actuellement au Mali. C'est-à-dire que sur le plan national, aujourd'hui au Mali, il n'y a pas de consensus, même sur l'organisation des assises nationales. Au plan international, on fait face à des sanctions et on ne sait pas finalement où on va. Et donc, c'est ça qui risque d'arriver. Et donc, on risque d'avoir une crise politique et institutionnelle qui va venir se greffer à une crise sécuritaire. Et l'un des éléments aussi sur lesquels il faut mettre l'accent, ce sont les conséquences des coups d'État ou des changements anticonstitutionnels de gouvernement sur l'appareil militaire. Parce que chaque coup d'État entraîne une division supplémentaire au sein des forces armées. Si vous avez remarqué, après l'insurrection, il y a eu une cassure au sein de l'armée, puisque les officiers qui étaient fidèles à Blaise Compaoré ont été mis à l'écart. Après, les officiers qui ont géré la transition, après l'avènement du Roch Kaboré, certains ont été mis à l'écart, tels que Isaac Sida, tels que le colonel Barry. Si vous avez aujourd'hui
un coup d'État ou une insurrection qui aboutit au renversement du système, les officiers fidèles à Roch Kaboré vont être mis à l'écart. Et donc, vous allez encore fragiliser l'appareil militaire dans un contexte où on a besoin de la cohésion des forces armées pour faire face à l'insécurité. Donc, ça, c'est les conséquences que je vois en cas de démission du président du Faso. Mais, si la situation ne s'améliore pas, malheureusement, je ne vois pas comment on peut éviter ces scénarios. C'est-à-dire que si la situation sécuritaire continue de se dégrader, on a d'autres INATA, je ne vois pas comment on peut éviter justement la chute du régime. Est-ce qu'aujourd'hui le problème, parce que bon, tout le monde le dit chaque fois, face à l'ennemi commun, il faut l'unité. Le président avait créé bien sûr le cadre de dialogue politique, qui est donc cette instance où tous les partis d'opposition comme de majorité se concèdent justement pour adoucir un peu le climat politique. Aujourd'hui, on a l'impression que ce dialogue politique est devenu vain. Les partis politiques ne s'entendent plus. On a l'opposition qui lance des ultimatums. On a la majorité également qui considère aujourd'hui que dans l'opposition, on veut faire de la récupération, on veut justement faire tomber le régime. Ça aussi, c'est un problème aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on ait un problème d'unité. Parce que je ne vois pas, soit dans le champ partisan, soit dans le champ associatif, je ne vois pas des acteurs en train de travailler à saper soit le moral de troupes ou en tout cas à faire en sorte que le Burkina soit affaibli sur le plan militaire. Je constate au contraire que le président du Faso et son gouvernement, avec les dernières élections, ils ont pu renforcer leur domination sur les champs politiques. Parce que le président du Faso a été réélu avec beaucoup plus de suffrages qu'en 2015. Et ensuite, il a pu même rallier à sa cause l'ancien chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, qui est aujourd'hui ministre d'État. Et donc, on a abouti à un affaiblissement des courants oppositionnels. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition est isolée. Sa force de frappe a été réduite. Et de ce point de vue, le président du Faso a à sa disposition l'essentiel des leviers sur le plan politique. Parce qu'il ne fait pas face à une crise de légitimité. Il ne fait pas face à une crise de légitimité. Il a dans son camp des forces politiques, l'UPC, le MPP et beaucoup d'autres, le MPS, etc. Et moi, j'ai travaillé sur un article sur le discours des partis politiques sur la sécurité lors de la dernière élection présidentielle. J'ai observé par exemple que le parti ou le candidat qui a été le plus prolixe dans la réflexion sur la sécurité, c'était Zéphirin Diabré. Son programme fait plus de 200 pages. Il a écrit un livre blanc sur la défense de la sécurité. Et j'y ai trouvé des recommandations, des engagements très innovants sur les questions de sécurité. Aujourd'hui, l'UPC est dans la majorité présidentielle. Et même quand on regarde les propositions des différents candidats des différents partis sur les questions sécuritaires, à l'exception de la question de savoir s'il faut négocier ou non avec les terroristes, il n'y a pas véritablement un antagonisme de fond. Et de ce point de vue, il me semble qu'on n'a pas véritablement affaire à un problème d'unité. On a, à mon avis, un problème d'incapacité au niveau de ceux qui sont aux affaires pour pouvoir justement poser des actes forts, pour faire reculer de façon substantielle la sécurité. Alors, ce qui est l'un des faits marquants, donc, après ce drame d'Inata, a été le blocage du convoi français, un convoi qui a quitté la Côte d'Ivoire pour traverser le Burkina et qui a été bloqué à Bogo, à Ouagadougou, finalement à Kaya, qui semblait en tout cas avoir été tiré d'affaire en entrant au Niger. Terra, encore un blocage, malheureusement ça fait trois morts. Finalement, tout cela amène à s'interroger véritablement sur la présence française dans ce combat contre l'idée terroriste depuis de longues années. Voilà une présence qui n'améliore en rien la situation. Quelle est la lecture que vous avez aujourd'hui de ce sentiment anti-français ou anti-coopération française? Alors, ce que j'observe, c'est d'abord un paradoxe. La question que je me pose est de savoir pourquoi ce sentiment, cette question, la coopération avec la France, pourquoi ce n'est pas un sujet brûlant pendant les campagnes électorales? Pourquoi ce n'est pas un sujet brûlant? Même la question de la monnaie, le franc CFA, pourquoi ces sujets ne sont pas au centre du débat public pendant les campagnes électorales? Ça, c'est une observation que je fais. C'est un paradoxe que j'observe. Parce que ce qu'on peut remarquer justement sur le terrain, c'est qu'il y a un fossé entre la position des autorités officielles et puis la position des sociétés civiles, des citoyens.
il y a des études dans le cas du Niger qui ont montré que l'écrasante majorité des citoyens est opposée à la présence militaire française. Et donc, il y a ce fossé qu'on observe entre le point de vue des autorités et le point de vue des populations. Mais cela ne se traduit pas, je dirais, par un vote sanction. C'est-à-dire que les mêmes qui réclament le départ de la France, il y en a parmi eux qui votent justement les mêmes dirigeants lorsqu'il s'agit des élections. Et donc, il n'y a pas véritablement une connexion entre les politiques publiques, ici la politique étrangère, et puis les processus électoraux, les comportements électoraux. On a l'impression que les comportements électoraux sont régis justement par des logiques différentes qui n'ont pas grand-chose à voir avec la performance du gouvernement. Parce que c'est ça, la France, à chaque fois, quand si on en entend dans les médias et autres, les autorités françaises estiment toujours que bon, si nous sommes là, c'est à la demande de tel ou tel je pense pays. On a vu le président Bazoum au Niger s'est exprimé. Lui-même, ici, le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, a véritablement, en tout cas, exprimé la position officielle du Burkina Faso. Et ce qu'on observe, c'est que de part et d'autre, que ce soit pour les pays africains ou pour la France, des deux côtés, il me semble qu'on a pris conscience de la nécessité de revoir ce type de coopération. C'est ce qui a conduit certainement Macron à organiser ce forum avec les jeunes. Je pense que cela s'inscrit dans un processus, je ne dirais pas de rupture, mais de tentatives pour tenter de refonder en fait la coopération, parce que tout le monde est d'accord aujourd'hui que le modèle classique là, il est vraiment en crise. Il est en crise, il est contesté aussi bien du côté français que du côté africain. Est-ce que vous avez le sentiment que véritablement la France est engagée avec toute la volonté dans cette guerre contre le terrorisme? Non, à mon avis, la France, l'objectif de la France, c'est pas de neutraliser les terroristes, c'est pas de mettre fin au terrorisme, c'est de contenir le terrorisme. Il y a une nuance très forte. Contenir le terrorisme. Parce que, écoutez, la France, c'est un pays, c'est un vendeur d'armes. Ça ne faut pas l'oublier, c'est un pays vendeur d'armes. Mais comment voulez-vous qu'un pays qui vend des armes ait intérêt à ce que la guerre s'arrête? Il y a des intérêts objectifs. Il y a des intérêts objectifs. Et quand vous regardez la présence militaire française, quand vous regardez les résultats d'un point de vue burkinabé, du point de vue du Burkina Faso, qu'est-ce qu'on peut observer de 2016 à aujourd'hui? L'insécurité n'a fait qu'augmenter. Il n'y a pas une réduction drastique de l'insécurité. Ça veut dire qu'au moins, nous sommes certains, chiffres à l'appui, statistiques à l'appui, que cette coopération-là n'est pas efficace. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les sciences sociales, le contrefactuel. Il y a un élément qui nous échappe, qu'on ne connaît pas. La question est de savoir, est-ce que la situation aurait été pire si la France n'était pas là? Ça, on ne le sait pas. Donc moi, je suis quand même prudent sur la question. J'observe que la présence militaire française n'a pas réduit de façon drastique l'insécurité. Tous les jours, nous sommes attaqués. D'autre part, j'observe que nous ne savons pas si ce qu'aurait été la situation si la France n'était pas là. Donc c'est une question très complexe. Le sentiment que les citoyens ont, c'est qu'on a quand même affaire à l'une des grandes puissances militaires du monde, avec tous les moyens modernes. Oui, mais son mode opératoire, j'ai suivi récemment Mohamed Bazoum à langue Hausa. Et ça aussi, c'est un paradoxe que j'ai observé. C'est-à-dire que quand il s'exprime en langue Hausa, il dit une chose, mais quand il parle en français, il dit autre chose. En langue Hausa, ce qu'il a dit, ce BBC, c'est que l'outil militaire français n'est pas adapté. Parce qu'il explique que les Français ils viennent avec des gros moyens, des gros engins pour assurer la sécurité des soldats et que les groupes armés terroristes, ils opèrent en petits groupes, en moto. Et donc, il est carrément impossible avec cet arsenal-là de venir à bout de ces groupes. Et donc, sur le plan militaire, l'option n'est pas bonne. Quand on suit en tout cas l'analyse du président Bazoum. Et comme je l'ai dit, je ne pense pas que l'objectif soit de contenir, d'éradiquer le terrorisme, mais de le contenir. Parce que si nous sommes fragilisés sur le plan sécuritaire, ben, cela nous incite à rester sous la tutelle française. Est-ce qu'on ne peut pas changer de partenaire? Le Mali, par exemple, aujourd'hui, regarde du côté de Moscou. Oui, je pense qu'il y a une nécessité d'aller vers une diversification des partenaires. Mais l'idée n'est pas d'aller chercher des nouveaux maîtres, en quelque sorte. Je pense que l'idée, c'est d'abord de faire en sorte qu'il y ait au niveau des États ouest-africains une unité d'action. Normalement, c'est la CEDEAO qui devait être en première ligne de la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas le G5 Sahel. Le G5 Sahel a été créé sous l'impulsion de la France, puisque
ce qu'on observe aussi bien sur les questions monétaires que sur les questions de défense, c'est aussi un conflit qui ne dit pas son nom entre le Nigeria et la France. Puisque la CEDEAO, la locomotive, c'est le Nigeria. La France n'a pas de contrôle sur le Nigeria. D'où justement l'idée de faire en sorte qu'au niveau de la réforme monétaire, que ce soit au niveau de l'UEMOA, où le Nigeria n'est pas là, et au niveau des questions de sécurité, que le leadership soit donné au G5 Sahel, où il n'y a pas véritablement le Nigeria. Donc il y a ce danger géopolitique-là qu'il faut avoir à l'esprit. Sinon, je rappelle quand même qu'au niveau de l'Union africaine, nous avons depuis 2003 ce qu'on appelle l'architecture africaine de paix et de sécurité, où on est censé avoir au niveau de l'Afrique de l'Ouest une brigade, une force en attente. Une force en attente qui doit intervenir lorsqu'il y a des conflits, guerres civiles, conflits interétatiques, terrorisme, etc. Mais il y a un processus de déclassement de la CEDEAO, un processus d'affaiblissement des processus d'intégration. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde même au niveau du G5 Sahel, il n'y a pas véritablement une harmonie, une cohérence dans les actions. Vous voyez le Burkina qui se rapproche de la Turquie, le Mali qui se rapproche de la Russie, le Niger qui se rapproche de l'Algérie. Et ce n'est pas coordonné. Ce n'est pas coordonné. Et de ce point de vue, il me semble que tant que les forces vont être utilisées, les énergies vont être utilisées de façon émettée, de façon morcelée, ça sera difficile. Parce que finalement, on se demande la question, est-ce que finalement les groupes armés terroristes ne sont pas mieux organisés que nous? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de solidarité? Parce que depuis longtemps, les pays côtiers ont été avertis. Attention, attention. Mais c'est un déficit de vision. C'est un déficit de vision. Le Bénin a été touché, 2 militaires sont tombés la dernière fois. Il y a eu des excursions au Togo, il y a également la Côte d'Ivoire. On a l'impression que chacun attend à son tour d'être touché pour réagir. Effectivement, et cela montre justement notre déficit de vision. Parce que vous ne pouvez pas, face à une menace, je dirais même internationale, planétaire, ou en tout cas à notre niveau une menace régionale, vous ne pouvez pas déjà morceler en fait les réponses. C'est-à-dire, on a déjà la CEDEAO qui est un cadre suffisamment large. Mais vous ne pouvez pas isoler 5 pays pour faire face à l'insécurité, alors qu'on sait que justement il y a le risque que l'insécurité se répande dans les autres pays. Donc on aurait dû anticiper. Et si on était resté dans les fondamentaux, c'est-à-dire considérer la CEDEAO comme le principal acteur sur les questions de paix et de sécurité en Afrique de l'Ouest, je pense qu'on aurait en tout cas abouti à une solution beaucoup plus efficace. Vous avez aussi des pays qui peuvent être, je dirais, des alliés efficaces comme l'Algérie. Mais nous avons un problème avec l'Algérie puisque notre relation avec la France nuit à notre relation avec l'Algérie. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un choix à faire. Si vous choisissez d'avoir l'Algérie comme partenaire stratégique, il faut renoncer à avoir la France comme partenaire stratégique. Il y a une incompatibilité. Et ça aussi, c'est une difficulté. Or, on sait que l'Algérie est un acteur clé. Moi, j'ai fait ma thèse sur les rébellions Touareg et Toubou au Niger. Et tous les mouvements avaient des connexions, soit avec la Libye de Kadhafi, soit avec l'Algérie. Ça, c'est connu de tous. Tous les stratèges africains internationaux le savent. Mais aujourd'hui, compte tenu de la relation stratégique que nous avons avec la France, nous ne pouvons pas avoir le même type de relation avec l'Algérie. Et même avec la Chine, c'est par le truchement de la France que nous couperons en quelque sorte avec la Chine. Puisque c'est Macron, généralement, qui part à Pékin et qui plaide pour que la Chine vienne nous appuyer. Et même au niveau des Nations Unies, c'est la France qui se fait le porte-parole des États africains. Par exemple, la proposition de résolution pour que la force conjointe du G5 Sahel soit placée sous le chapitre 7 des Nations Unies. C'est porté par Macron. Voilà, ça a été porté par la France. Alors que, par exemple, le Niger, hier a même présidé la réunion du Conseil de sécurité. Le Niger est membre du Conseil de sécurité. Pour vous, est-ce qu'il y a un projet politique derrière l'action terroriste? C'est une question, de mon point de vue, très complexe. Autant au début, on voyait un projet politique assez cohérent, bien ficelé, avec l'occupation du Nord Mali, avec également ce qu'on a observé en Irak avec l'État islamique. Autant aujourd'hui, on peut observer, je dirais, une sorte d'érosion de ce projet. Et donc, c'est une question, de mon point de vue, qui mérite d'être approfondie. On a très peu d'éléments pour apporter une réponse précise. Ce qu'on peut observer, c'est que les groupes nationaux et internationaux n'ont pas les mêmes objectifs. Parce que il faut distinguer d'une part les groupes, par exemple les Algériens, ou les Irakiens ou autres, qui ont un projet beaucoup plus global. L'État islamique. L'État islamique, et puis les groupes, les combattants qui sont recrutés chez nous, qui sont recrutés au Nigeria, au Niger, au Burkina et autres, et qui ont, eux, des problèmes beaucoup plus concrets, qui ont un conflit en fait avec l'État burkinabé, qui sont beaucoup plus dans une logique de quête d'inclusion
que dans une logique en fait, de remise en cause de l'ordre sociopolitique. Donc il faut distinguer ces deux aspects. Et même quand on parle de dialoguer, c'est important de faire ce distinguo-là. Parce que dialoguer, c'est forcément avec les nationaux. Il y a le terme rébellion qui revient souvent. Oui, absolument. Parce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits par un collègue français, par exemple, sur l'Est, et qui a abouti à la conclusion qu'il s'agit en fait d'une insurrection locale. C'est-à-dire que ce sont les frustrations accumulées par les communautés, les populations. Par exemple, l'État les empêche d'exploiter les ressources naturelles, d'avoir accès aux zones de chasse, etc. Et donc, le fait d'avoir adhéré à des mouvements, à ces groupes armés est une forme d'expression de cette révolte. Parce qu'il y a une offre de sécurité qui est faite par ces groupes armés. Une offre concurrente en comparaison avec l'offre de sécurité de l'État. Et du coup, ces groupes-là apparaissent comme des véritables libérateurs. Et ça, c'est un élément qui rappelle justement les difficultés d'ancrage de l'État postcolonial depuis les indépendances. C'est-à-dire que le processus d'identification à l'État dans certaines zones est très faible à cause justement de l'incapacité de l'État à délivrer certains services élémentaires et qui agit justement sur sa légitimité. On a vu l'une des actions pendant cette crise, ça a été la coupure d'Internet mobile pendant pratiquement une semaine. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que les réseaux sociaux sont un problème dans la lutte contre le terrorisme? Les réseaux sociaux sont certainement un problème lorsqu'on voit la façon dont ces réseaux sociaux sont manipulés. Mais de mon point de vue, je dirais qu'on n'a pas le choix que de les réguler. De les réguler, mais pas de les supprimer. Parce que quand vous les supprimez, vous créez d'autres frustrations. Et il y a donc le risque que cette mesure-là, si elle est reconduite, en tout cas soit contre-productive. Parce qu'il y a des gens qui vivent de ça, hein, sur le plan économique. Et puis les gens, ils sont tellement habitués qu'ils ont du mal à s'y détacher. Et donc, il y a déjà des frustrations. Quand vous coupez l'Internet, vous créez d'autres frustrations. Dans un contexte où on a besoin justement de l'accompagnement de l'ensemble des citoyens dans la lutte contre le terrorisme. Et à mon avis, la coupure d'Internet, moi je fais l'hypothèse que ça n'a pas grand-chose à voir avec la lutte contre le terrorisme. C'est beaucoup plus la sécurité du régime ici qui est visée, notamment avec les manifestations qui étaient projetées, qui étaient organisées. Voilà. Pour finir, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, comment peut-on sortir de ce bourbier-là aujourd'hui? La dernière question, pour vous, s'il y a des actions prioritaires aujourd'hui, en tant qu'analyste politique, de la situation, selon vous, quels doivent être vraiment les marqueurs de ce changement? Alors, je pense que la première attitude, la première réponse, c'est véritablement appliquer la nouvelle politique de sécurité nationale. Parce que la nouvelle politique de sécurité nationale apporte les réponses, aussi bien sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan sanitaire, etc. De mon point de vue, il y a un travail qui a été fait, qui a été suffisamment mûri par des experts nationaux, avec l'appui des experts internationaux. Et il s'agit de passer à la phase de l'implémentation, de la mise en œuvre. Et cela dit, il y a beaucoup d'autres actes qu'on peut attendre qui peuvent faciliter la mise en œuvre de cette politique. Par exemple, des actes dans le domaine de la lutte contre la corruption, l'opération main propre du chef de l'État, la formation du gouvernement, la communication gouvernementale. Il y a plusieurs actions qu'on peut envisager. Mais de mon point de vue, l'action principale, c'est aller vers l'implémentation de la nouvelle politique de sécurité nationale, que je connais très bien pour avoir participé au Forum national sur la sécurité. Merci, M. Saïdou, d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Madame, Messieurs, l'invité ce soir est bien M. Abdoul Karim Saïdou, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Thomas Sankara, nouvellement maître de conférences agrégé en sciences politiques. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission. Festigrill, Festigrill. Venez vivre le plus grand festival qui valorise les grilleurs du Faso